Et donc, il y a toute une chaîne de valeur qu'il faut regarder d'un point de vue transversal, parce que tous les éléments sont interdépendants dans la chaîne de valeur. Je vous prends juste 30 secondes avant de commencer l'épisode pour vous dire que cette année, je suis partenaire de l'événement Génération AI qui a lieu à Paris du 9 au 11 décembre. Alors Génération AI, c'est un événement qui a réuni plus de 4000 personnes l'année dernière. Et cette année, à nouveau, on va avoir au programme des conférences, des démonstrations techniques autour de l'IA générative, des retours d'expérience sur des cas d'usage concrets et aussi des réflexions sur les limites et les impacts de toutes ces technologies. Bref, c'est un événement qui peut intéresser à la fois les techs, mais aussi les personnes qui sont juste curieuses de mieux comprendre ces technos et l'impact qu'elles peuvent avoir. J'ai quelques invitations, donc si vous voulez participer à l'événement, écrivez-moi et je vous partagerai ça. Sur ce, bon épisode. Et justement, sur ce dernier usage dont tu parles, parce que c'est vrai que c'est un des usages dont on entend le plus parler en cryptographie, où on parle de cryptographie quantique, post-quantique, où il y a des gens qui cherchent à la fois sur la façon de casser ce qui existe aujourd'hui et de se protéger de ce qui pourrait arriver demain. C'est quoi le sujet ou l'enjeu autour de la cryptographie, à la fois d'un point de vue attaquant, on va dire, parce que tu parlais d'Internet, tu parlais de la blockchain, enfin, il y a, on va dire, toutes les modalités de sécurisation qui existent aujourd'hui sont basées sur de l'informatique binaire. Si demain, ces ordinateurs quantiques arrivaient en production, potentiellement, on pourrait mettre à mal la sécurité qui existe aujourd'hui. Tu vois, on en est où par rapport à ça? Et en miroir, en termes de recherche sur de la protection, est-ce que on peut utiliser aussi le quantique pour se protéger du quantique? La métaphore, c'est un peu comme dans le domaine militaire, c'est missile, antimissile. Le missile, c'est l'analogie du missile, c'est l'ordinateur quantique de dans 10, 20 ans qui permettrait de casser la sécurité d'Internet aujourd'hui. Cet ordinateur-là, certains le voient, je te dis, dans un laps de temps assez court. D'autres, plus réalistes, disent ça prendra du temps, quoi, au moins 10 ans. Et d'ailleurs, ça fait 7 ans que je suis dans le quantique, ça a toujours été dans 10-15 ans. Hein, et l'horizon de temps est toujours le même, c'est toujours dans 10-15 ans, hein, quel que soit le point de repère. Et les raisons pour lesquelles les gens raisonnables mettre ça à distance dans le temps, c'est que c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut un très grand nombre de qubits corrigés. Traduit en qubits physiques, c'est une quantité astronomique. Même avec les technologies les plus avancées, comme les qubits d'Alice and Bob, qui est une société française basée à Paris, il en faut 100 000. C'est beaucoup. Avec ceux de Google, il en faudrait 1 million. Et aujourd'hui, on est entre 16 et 100, quoi. Il y a du boulot pour arriver à en mettre des centaines de milliers ou des millions. Donc, il y a un gap technologique qui est énorme. Contrairement à une idée préconçue qui est véhiculée par certains, y compris d'ailleurs au sein du monde du quantique, c'est pas parce que tu as 100 qubits qui marchent un peu qu'en claquant des doigts, tu passes à 1 million, quoi. En disant, tiens, bah, il y a une loi de Moore, je divise par 2 la densité tous les ans ou tous les 2 ans, et en quelques années, c'est plié. Non, ça marche pas comme ça, parce que, en fait, le paradoxe est le suivant, c'est que plus tu mets de qubits, plus il y a de bruit, et plus c'est difficile d'avoir de la qualité. Donc l'enjeu, et certaines sociétés, dans certains cas rares, arrivent à surmonter le défi, c'est d'être capable d'augmenter et la quantité des qubits et leur qualité pour après pouvoir faire dessus de la correction d'erreur. Donc c'est des enjeux techniques et scientifiques qui sont, je dirais, assez grands. Ça fait quelques décennies que je suis dans le numérique, j'en ai jamais vu d'aussi complexe, quoi. C'est très compliqué. C'est-à-dire, le seul enjeu que je mets au même niveau, c'est la fusion nucléaire d'un côté et l'AGI de l'autre, tu vois, l'intelligence artificielle générale, quoi. Je les mets au même niveau, même si, dans le cas de la fusion, il y a de la physique, c'est clair, et de l'ingénierie. Dans le cas de l'ordinateur quantique, c'est un mélange de tout, d'algorithmie, de physique, d'ingénierie, de sciences des matériaux, il y a tout à la fois. Et dans le cas de l'IA, on est plutôt vraiment dans une partie purement logicielle et purement logique. Le substrat hardware, il suit au gré de la loi de Moore, comme ce qu'on fait avec NVIDIA. Donc, c'est un enjeu qui, d'un point de vue scientifique, est extrêmement complexe. Alors maintenant, tu as bien posé la question tout à l'heure sur comment on se protège. Donc ça, c'est l'antimissile. L'antimissile, il est de deux natures. La première nature, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, qui est la cryptographie quantique, qui repose sur des connexions physiques, avec des fibres optiques, par exemple. Et il y a une autre cryptographie qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Alors, elle a un nom un peu bizarre. Cette cryptographie post-quantique, c'est une cryptographie qui consiste à créer des clés de chiffrement et du chiffrement classique qui est censée résister à l'arrivée de l'ordinateur quantique. Donc, pourquoi il l'appelle post-quantique? Parce que c'est une cryptographie qui est utile le jour où l'ordinateur quantique il arrive. Mais en pratique, elle est considérée comme étant utile dès maintenant. Pourquoi? Parce que il se peut, et c'est très probable, que certaines puissances maléfiques, on pense à certains pays, puissent engranger des données aujourd'hui qui auraient une valeur demain.
Alors, ça ne concerne pas tes courses dans ta supérette avec ta carte bleue, évidemment, mais les communications qui sont sur Internet entre entreprises et leurs clients, les dossiers de santé qui circulent, bah, dans certains cas, ça peut avoir de la valeur dans un futur lointain. Tout ce qui a une connotation politique, communication. Alors, il y a une troisième manière de se protéger, c'est d'utiliser des clés de chiffrement qui ne sont pas les clés menacées par l'ordinateur quantique. Ce qu'on appelle des clés symétriques. Par exemple, il existe une technique ultime pour se protéger, qui existe depuis très longtemps, avant le numérique, qui consiste à avoir une clé qui est aussi grande que le document que tu envoies. Donc si tu as une clé qui est aussi grande que le document que tu envoies, qui est unique, personne n'arrivera à le déchiffrer. Alors en général, on n'utilise pas cette technique, on appelle ça le one-time pad. On utilise des clés qui sont plus petites et donc avec une force brute, on peut parfois casser des clés. Mais il existe aujourd'hui des clés qui ne sont pas cassables par l'ordinateur quantique, même dans le futur. Alors, il y a une question de terminologie qui est très importante. Je vais te donner deux termes importants. Le premier, c'est que quand on casse une cybersécurité, quand on casse une clé, on ne fait pas de la cryptographie, on fait ce qu'on appelle la cryptanalyse. C'est le bon terme. Il ne faut pas utiliser le mot cryptographie. La cryptographie, c'est l'acte de chiffrer une donnée avec une clé, et l'acte de la décoder de manière insidieuse, c'est la cryptanalyse. Donc, il faut faire la part des choses. Autre contresens que je vois assez souvent dans la nature, c'est la confusion entre cryptographie quantique et capacité de l'ordinateur quantique. En fait, la cryptographie quantique n'utilise pas d'ordinateur quantique. Elle est basée sur des fibres optiques ou des liaisons satellites, mais il n'y a pas d'ordinateur en jeu, par défaut, pour partager des clés. C'est juste un système qui crée des clés qu'on ne peut pas intercepter sur le papier, parce qu'il y a des vulnérabilités qui existent quand même, mais ça crée des clés qu'on utilise après pour faire de la cryptographie standard. Mais ce n'est pas un système qui utilise l'ordinateur quantique pour chiffrer des données. Même si un jour ce sera possible de faire ça d'ailleurs, mais beaucoup plus tard. Donc il faut faire la part des choses entre l'ordinateur quantique qui fait du calcul, qui éventuellement menace la cryptographie actuelle par de la cryptanalyse, la cryptographie post-quantique qui se protège de manière classique contre ça, et la cryptographie quantique qui n'est pas un usage d'un ordinateur quantique qui permet de créer des clés qui résistent à l'ordinateur quantique. Bon, j'étais un peu loin là dans tous les termes, mais c'est trois trucs qu'il faut bien sérialiser pour comprendre de quoi il s'agit. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure de l'IA et quantique, et je crois avoir lu quelque part que tu disais que justement l'IA et le quantique s'auto-renforçaient. Alors si c'est bien ce que j'ai eu, j'aimerais bien savoir ce que tu mets derrière ça. Oui, tu as bien compris, tu as bien compris. Oui, oui, oui. Tu disais, enfin, tu parlais de quantum machine learning tout à l'heure, et que ça restait quelque chose d'hypothétique pour l'instant. J'aimerais bien que peut-être tu décrives un petit peu ce que c'est et de ton point de vue, où est-ce que le quantique et l'IA peuvent se renforcer et où est-ce que l'IA peut être utile au quantique et inversement, où est-ce que le quantique peut être intéressant dans le domaine de l'IA? Bah, dans l'ordre, il faut commencer par l'IA au service du quantique, en fait, en pratique. C'est-à-dire que l'IA, d'abord, l'IA, c'est pas un programme, c'est pas un produit ou un logiciel, c'est un ensemble de techniques, il y en a beaucoup, beaucoup, entre le deep learning, le machine learning, les réseaux génératifs, les LLM, les transformers, enfin, il y a une panoplie de solutions dans le domaine de l'IA qui est extrêmement vaste, même le raisonnement automatique. Hein. Et il se trouve que toutes ces techniques-là, elles sont déjà utilisées très largement par les physiciens et par les gens qui créent des technologies quantiques. Donc, par exemple, pour traiter le bruit et traiter les erreurs, on utilise des algorithmes à base de machine learning classique. On utilise le machine learning pour calibrer les machines, donc pour voir leurs défauts et les corriger en gros, les calibrer. On utilise en gros le machine learning pour apprendre ce qui se passe au niveau des outils. Et ces outils génèrent beaucoup de données et ces données, on les exploite avec du machine learning classique. Donc, au même titre, les LLM, on les connaît parce que ça manipule le langage, mais un langage de programmation, c'est aussi un langage. Et comme on utilise des langages de programmation pour piloter les ordinateurs quantiques, eh bien, les LLM sont aussi capables de générer le langage de programmation des machines quantiques. Donc, les LLM peuvent servir à générer aussi bien des codes de correction d'erreurs innovants que des bouts de logiciels, pas le logiciel en entier, mais des bouts de logiciels. Et ils sont capables de programmer de manière semi-automatique des systèmes complexes, en général avec une intervention humaine, parce qu'il faut toujours corriger ce que les systèmes créent. Mais voilà, c'est tout un ensemble de domaines où l'IA aide les gens du quantique. Et quand je dis les gens, c'est aussi bien les acteurs du monde du logiciel que les acteurs du monde du matériel et de la physique. Alors maintenant, dans l'autre sens, c'est l'idée d'utiliser l'ordinateur quantique pour résoudre des problèmes qui relèvent du machine learning, de l'apprentissage supervisé ou non supervisé d'ailleurs, il y a les deux cas de figure, et de faire ça avec un résultat qui serait meilleur qu'un ordinateur classique. Alors là, il y a plein de questions qui se posent. D'abord, est-ce qu'on y est arrivé? Réponse, non, pas encore. Est-ce qu'on y arrivera un jour avec les machines plus puissantes qui vont arriver plus tard? On ne sait pas vraiment. Là, on n'a pas de preuve que ça va vraiment être meilleur. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Ce que les chercheurs attendent de ça,
c'est plusieurs bénéfices. Premier bénéfice, c'est d'améliorer la qualité des prédictions qui sont faites par les systèmes d'IA. Ce qu'on appelle les prédictions, c'est classifier un objet, par exemple. Classifier un objet qui est reconnu dans une image, c'est ce qu'on appelle une prédiction. On prévoit ce qu'il y a dedans. On peut anticiper ce qu'il va y avoir dans le futur. Donc on appelle ça les réseaux génératifs. Et donc, pour l'instant, on le teste à l'échelle expérimentale à toute petite échelle. Et on espère que, par exemple, grâce à l'ordinateur quantique, on pourrait réduire les erreurs de classification ou améliorer la qualité des données qui sont générées par des systèmes d'IA générative. Je dis bien on espère, parce qu'on n'est pas vraiment encore aujourd'hui. Il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait faire tout ça avec moins de données? Donc, c'est-à-dire utiliser moins de données d'entraînement. On sait que pour reconnaître des images, il faut beaucoup de données d'entraînement. Est-ce que grâce à cet espace mémoire qui est très grand que l'ordinateur quantique manipule, on pourrait alimenter cet espace multidimensionnel avec moins de données, faire en sorte que les algorithmes qui servent à faire de la classification, par exemple, naviguent de manière plus élégante dans cet espace de données pour que les prévisions à la fin, les prédictions ou les classifications soient de meilleure qualité. Mais tout ça, c'est des questions que je pose, hein. Je n'ai pas les réponses. Pour l'instant, aujourd'hui, le sujet ne fait pas du tout l'unanimité, hein. Il y a en gros un tiers des gens qui pensent que ça va marcher, deux tiers qui pensent que ça ne marchera pas, ou qui sont très sceptiques sur le sujet. Donc, c'est un sujet de recherche. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion intéressante de coordonner la publication d'un papier scientifique avec plus d'une trentaine d'auteurs européens sur le sujet. Et on était donc italiens, allemands, autrichiens, français, et il y en avait tous les pays dans ce groupe européen. On a publié un papier scientifique au mois de mai dernier. Et dans les 30 que nous étions, il y avait un mélange d'optimistes et de raisonnables ou de pessimistes. Il y avait les deux, quoi. Il y avait tous les avis, et moi, mon boulot, ça a été de coordonner tout ça et de faire un truc cohérent. C'était ma job description dans l'histoire. Avant de continuer sur le quantique, j'avais une question que j'aimerais te poser, parce que tu disais en intro que tu avais beaucoup étudié le sujet alors, de l'IA, des technologies d'IA, avant de te focaliser plus sur le quantique. C'est quoi, toi, ton regard aujourd'hui sur les développements de l'IA? On parle beaucoup des LLM, d'IA générative, des GI dont tu parlais. Voilà, même si tu es un petit peu plus en retrait, en tout cas plus focalisé sur le quantique, c'est quoi ton regard, toi, sur les développements, ce qui se passe, où ça va, hein? Comment tu regardes ça? Bah, je peux le regarder déjà comme utilisateur, hein, parce que tous les jours, j'utilise ces outils-là. Je les utilise avec à la fois de l'émerveillement, mais du réalisme. C'est-à-dire que je suis ni BA devant les LLM, ni à les nier ou à considérer qu'ils génèrent des résultats qui sont inutiles. Ça me sert beaucoup, je sais comment ça marche, je sais que c'est imparfait, et malgré les imperfections, bah, ça me rend beaucoup de services, et ça rend plein de services dans plein de domaines à plein de gens. Donc, je suis plutôt un technologue de ce point de vue-là, au sens, bah voilà, c'est une nouvelle technologie qui apporte, malgré ses imperfections, des services tous les jours. Et heureusement, il y a des chercheurs qui travaillent pour améliorer la qualité des services, qui complètent les LLM par des systèmes avec des chaînes de pensée, comme on dit, des chain of thoughts, qui essayent de rajouter un minimum de succès d'années de raisonnement dans ces systèmes-là pour aller un peu plus loin que simplement faire des prévisions statistiques sur le mot suivant dans une chaîne de discussion. Mais moi, je suis admiratif de ce que ça donne aujourd'hui, quoi. C'est absolument hallucinant, quoi. La capacité à trouver des aiguilles dans les bottes de foin est fantastique. Moi, je m'en sers pour mettre à jour mon livre, je m'en sers pour poser des questions dans plein de domaines, je m'en sers même pour écrire des articles scientifiques. J'ai même des amis physiciens qui font ça. Ils s'en servent. Mais il faut faire attention à pas trop en dépendre. C'est-à-dire que, enfin, il faut éviter de se retrouver dans une situation où tu dépends tellement de la machine que tu comprends plus ce qu'elle fait, tu comprends plus ce qu'elle génère, et tu te fies à elle à 100%, sans avoir un esprit critique et sans connaître le sujet. Mes meilleures expériences, ça a été, depuis 2 ans à peu près que ça existe, ça a été d'exploiter ces moteurs-là, mais tout en connaissant le sujet de mes questionnements, et donc en ayant une capacité d'avoir du recul, une capacité critique de prendre ce qui marche bien et de savoir remettre en question ou douter sur ce qui est de moins bonne qualité dans ce qui est généré par ces outils-là. Donc, bon, je ne sais pas si ça répondait à ta question, mais je suis entre deux eaux, quoi. Alors, par contre, l'AGI, c'est pas pour tout de suite, hein. Le raisonnement humain global, c'est un concept, hein. Il y a plein de boîtes qui essayent de faire ça, y compris Google avec DeepMind, mais déjà aujourd'hui, on a un succès d'années de raisonnement. Et alors, moi, ma perspective est la suivante. C'est que malgré le fait que les LLM d'aujourd'hui, je pense à Copilot, ChatGPT ou Gemini, les plus connus, ou Mistral et Llama et autres, malgré le fait que ces outils-là n'ont pas réellement des briques de raisonnement dynamiques intégrées dans leur moteur, ils génèrent l'apparence du raisonnement. Pourquoi? Parce que c'est des outils qui font du mash-up de raisonnement humain préexistant. Et donc, je considère que la capacité à agréger le raisonnement humain existant
de manière uniquement probabiliste, c'est déjà une forme de raisonnement. Mais ce n'est pas du raisonnement au sens où la machine raisonne, c'est du raisonnement au sens de l'agrégation de sources de raisonnement variées. Et je trouve que dans beaucoup de cas de figure, dans le domaine scientifique ou non scientifique, ces outils-là sont absolument incroyables. Et c'est vraiment un progrès radical par rapport au moteur de recherche qui existe depuis une trentaine d'années, quoi, depuis 95 avec Alta Vista, quoi. Donc, moi, j'ai vécu l'arrivée de l'Internet il y a 30 ans. Quand je dis l'Internet, c'est le web, parce que l'Internet existait avant le web. Mais l'arrivée de l'Internet il y a exactement 30 ans, je ne sais pas si on l'a fêté cette année, l'IPO Netscape en août 95, là, c'était il y a 30 ans. C'était une révolution. Alta Vista, puis Google Search, c'était absolument incroyable. Bah, les LLM, c'est pour moi le Search 2.0 ou 3.0, selon la manière dont on le positionne. Et il faut savoir bien l'utiliser, quoi. T'es pas la première personne, tu vois, qui j'échange et qui me dit ça de scientifiques qui l'utilisent alors même qu'on entend, et c'est vrai qu'il y a des hallucinations et il y a des erreurs, mais que ça nécessite de connaître son domaine pour bien l'utiliser. Par rapport à ça, j'avais 2 interrogations. Un, est-ce que tu auras un exemple très concret? Bah, typiquement sur, tu fais un livre sur la physique quantique et le quantique, donc enfin, il faut quand même que ça soit factuel et tu peux pas te permettre de raconter des conneries. Donc comment tu l'utilises, tu vois? Et c'est quoi les stratégies que tu as mises en place peut-être pour éviter, les erreurs? Et la suite de cette question, c'est sur l'IA générative particulièrement, c'est quoi les usages que toi tu anticipes où tu vois des choses apparaître, tu te dis là, il peut y avoir des choses vraiment, vraiment intéressantes. On a parlé d'AlphaFold, de DeepMind justement sur les protéines. Enfin, il y a beaucoup de labos pharma qui s'emparent du sujet. J'ai l'impression que dans le domaine des sciences dures, il y a quelque chose qui se passe avec ces outils-là et qu'il y a des choses très, très intéressantes qui sont en train de se développer. Bon, je vais peut-être pas parler de tous les cas d'usage dans tous les domaines, tous les métiers, mais il est vrai que si on prend juste le champ scientifique, les outils d'aujourd'hui sont absolument incroyables. Alors moi, tu me posais des questions sur les exemples d'usage pour mon livre. Alors, mon livre, je ne l'écris pas avec les LLM, au sens, dedans, il ne devrait même pas y avoir 0,5% de contenu qui vient des LLM, historiquement. C'est mes petites mains qui l'écrivent. Néanmoins, j'utilise les LLM, comme des moteurs de recherche. Donc, si tu veux, à un moment donné, si je veux une définition, je demande à LLM, définis-moi tel machin, avec tel angle. Et je vais remanier le résultat pour le mettre dans le glossaire, par exemple, ou le mettre dans un bout de texte. C'est souvent des petits bouts de 10 lignes maximum que j'ai récupérés comme ça en posant une question. Il y a des cas de figure où on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ça qui est assez étonnant. Je vais donner un exemple qui m'a marqué au mois d'août. J'étais en train de faire un tableau de comparaison de ce qu'on appelle les figures de mérite de plusieurs types de qubits. Donc c'est un tableau avec des lignes et des colonnes que j'avais rempli à la main avec tous les papiers scientifiques que j'ai vus. Mais ces tableaux, sur certaines boîtes qui communiquent pas beaucoup, il n'était pas rempli entièrement. Il manquait des informations. Donc j'avais 10 lignes et 6 colonnes x 2. Bon. Bah, à un moment donné, j'ai fait copier-coller juste de l'image du tableau, qui était du résultat de mon LaTeX, hein, et je le mets, ou du PowerPoint, je crois, et je le mets dans Copilot, et je lui dis complète-moi le tableau et vérifie-moi ce qu'il y a déjà dedans. Et l'outil, bah, il est capable de prendre les colonnes une par une, il dit bah là c'est bon, là c'est pas bon, là c'est bon, là c'est pas bon, il te met la source, il dit pourquoi c'est pas bon, et quand il manque quelque chose, il dit voilà l'information que je te propose, et la source. Mais j'ai pas tout pris à 100%. Parce qu'il y a des cas où j'avais pas confiance parce que je connaissais un petit peu l'état de l'art, mais il y a des cas où il a trouvé des choses que je n'arrivais pas à trouver juste avec Google Search. Parce que quand tu vas sur le site web de certaines boîtes du quantique, tu regardes, il n'y a pas d'infos. Des fois, il n'y a rien. Pour trouver l'info, il faut aller ailleurs. Et le ailleurs, Google Search, je ne trouve pas forcément facilement. Donc le truc, il a réussi à dégoter des infos que j'arrivais pas à trouver avec le Search. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un outil de recherche très avancé par rapport à l'habitude. Et là, j'ai gagné du temps. J'utilise aussi pour faire du code. Parce qu'il faut savoir que les LLM, ça sert à coder. Je disais pour le calcul quantique, mais ça me sert à coder du LaTeX, des macros Python, du code VBA, de tout un tas de trucs. Je fais des schémas en Python, des schémas scientifiques. Bah, c'est du code un peu complexe. Et les outils de type LLM, ils m'aident à faire du code. C'est l'équivalent aussi d'une documentation qui n'est pas facile à trouver pour des outils de développement logiciel. Tu veux savoir quelle commande faut utiliser pour tel outil. Bah, tu dis quelle est la commande qui fait ça, il te la trouve. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le manuel qui est mal foutu, qui est parfois très mal localisé sur Internet. Donc voilà, c'est une espèce d'aide de plein de tous les instants, de tous les jours, que j'utilise en permanence. Et c'est vrai que statistiquement maintenant, comme beaucoup de gens, je passe plus de temps dans les LLM que dans les moteurs de recherche. Je continue à utiliser les moteurs de recherche, mais moins que les LLM en pratique. Là, j'ai un problème avec Amazon où je veux publier mon livre et il me fait des bugs, et il me dit pas pourquoi. Bah, je demande au LLM d'où ça peut venir. Et là, il me donne des idées, je creuse, j'alterne. Alors là où je suis allé plus loin, et j'ai des amis physiciens qui font ça aussi, c'est
de te faire aider dans la rédaction carrément. Alors là, c'est plus borderline. L'idée, c'est que tu as une idée que tu veux creuser et tu peux commencer à dresser les grandes lignes de ton idée. Tu as déjà quelques références bibliographiques liées à ton idée. Et là, tu soumets le truc au machin, là, à l'outil, et tu dis, bah, aide-moi à peaufiner l'idée de telle et telle manière. Et là, il va te répondre, et tu pourras faire le questionner, comme si tu avais face à toi 4-5 experts de ton domaine, ou du domaine que tu es en train de creuser, experts qui n'ont jamais le temps et qui sont jamais dispo, en pratique. Hein. En physique quantique, je peux dire que les experts qui ont du temps, ça court pas les rues, parce que plus ils sont experts, moins ils ont de temps, et moins ils sont experts, plus ils ont de temps. Donc, à la fin, c'est compliqué d'avoir du temps disponible des gens qui ont de l'expertise. Donc là, tu as un machin, tu lui poses des questions, et il te répond comme un expert. Et dans certains cas, il m'a répondu mieux que des prix Nobel, hein, le LLM. Ah, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai fait des comparaisons. Oui, parce qu'il a accès à tout le savoir humain. Donc, peut-être pas 100% du savoir humain, mais dans le domaine scientifique, il faut savoir que le domaine scientifique, en tout cas en physique quantique, il est assez ouvert. Et il y a beaucoup de publications qui sont ouvertes. Il y a ce qu'on appelle les préprints, qui sont dans un site web qui s'appelle Archive, A-R-X-I-V. C'est là où tous les scientifiques mettent leurs papiers avant qu'ils soient publiés dans Nature, dans Science, ou dans une revue à comité d'auteur. Résultat, la politique de science relativement ouverte qui existe dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines mathématiques, je pense que l'IA, c'est le cas aussi, fait que les LLM, ils peuvent scraper une grande partie du savoir humain scientifique, et y compris des articles où il y a des erreurs. Hein. Il y a des articles scientifiques où il y a des erreurs, ça court les rues, hein, moi j'en vois régulièrement. Mais il est capable de faire une synthèse de tout ça. Et ça a autant de valeur qu'aller parler à des experts. Mais de temps en temps, évidemment, c'est mieux d'avoir l'expert humain en chair et en os à qui tu peux poser une question. Mais on gagne du temps. Un autre exemple que j'ai testé il y a 1 an et quelques, j'ai testé des conjectures. Donc je lui ai dit, tiens, j'ai une idée d'une nouvelle loi, tu vois, un nouveau théorème qui n'est pas démontré. Qu'est-ce que tu en penses dans tel cas, dans tel cas? Et là, il est capable de dire, voilà les raisons qui font que ta conjecture tiendrait, et voilà les raisons pour lesquelles la conjecture ne tiendrait pas, basées sur tout ce qu'il a scrappé de savoir humain sur ton sujet. J'ai écrit dans la dernière édition de mon livre une rubrique très scientifique sur un problème technique qui pourrait se poser dans le cas des ordinateurs quantiques, qui s'appelle la limite de Lieb-Robinson. Il n'y a pas beaucoup de physiciens qui peuvent en parler longtemps de ce truc-là, plus de 5 minutes. Bah, j'avais, moi, une trentaine de références bibliographiques. J'ai creusé la question, j'ai écrit 10 pages avec ça. Mais je l'ai écrit en m'aidant. Mais l'article, les 10 pages que j'ai écrites, c'est un mash-up entre ce que le truc m'a généré, les questions, les réponses aux questions que je lui ai posées, et ma rédaction et mon fact-checking. Et après, la relecture par des humains qui ont vérifié ce que j'ai écrit. Donc, toi, c'est un ensemble. Tu ne peux pas te fier entièrement à la machine, ça c'est sûr, mais tu peux te fier à elle pour trouver de l'information, l'extraire du savoir humain qui existe. Donc, pour moi, c'est de l'outil de recherche dans le savoir humain, avec des défauts, mais pas plus qu'un prof, pas plus qu'un élève, un thésard dans une école doctorale, il aura les mêmes défauts. Hein. Un humain tout seul n'a pas le savoir humain dans sa tête, il est obligé de chercher l'information. Bah là, c'est un outil de recherche plus puissant. Dernier point, mais sur les applications dans le domaine scientifique, qu'est-ce qui fait selon toi que on en entend, enfin moi j'ai vu des boîtes qui sur l'accélération pour découvrir de nouveaux matériaux, sur découvrir de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, enfin et comme s'il se passait quand même quelque chose dans le domaine scientifique. Et qu'est-ce qui fait selon toi que enfin cette technologie-là des LLM, elle est très utile dans un domaine comme les sciences dures pour le coup. Bah, tu sais, ça sert aussi à trouver des renseignements sur les transports ou sur les loisirs. Hein. En majorité, j'ai regardé des statistiques, la majorité des utilisateurs d'Internet utilisent les LLM pour des loisirs, hein, pas pour de la science. Je crois que l'usage pour la science, c'est moins de 10% des usages en tout. Hein. C'est marginal quasiment, quoi. En volume, en volume, en volume, en volume. Je pensais plus ouais. Je pensais plus à toutes les startups ou toutes les entreprises qui se lancent dans le domaine et qui utilisent. Bah, c'est normal, il y a un nouvel outil, elles cherchent toutes à l'utiliser de manière intelligente. Et elles cherchent toutes à en tirer profit d'un point de vue économique. C'est logique. Hein. Ça a toujours été le cas dès qu'une nouvelle technologie arrivait. Ça crée une nouvelle ruée vers l'or. Les investisseurs investissent avec un certain moutonisme dans les mêmes technologies, les mêmes usages. Mais ça, c'est pas nouveau. Moi, je vois ça depuis que je suis dans le numérique. Donc, bon, ça me surprend pas spécialement. Oui. Pardon, peut-être ma question était pas bien posée. C'était plus qu'est-ce qui, dans cette techno, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette techno qui pourrait permettre de débloquer des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant? Ah oui, oui. Tu veux dire à quoi ça pourrait servir? Exactement. Bah, je suis désolé. On a un outil qui est extrêmement générique, qui manipule le savoir humain, qui est capable de générer des données synthétiques dans plein de domaines différents, ça peut avoir de la valeur n'importe où.
Moi, je connais des boîtes qui le mettent en œuvre dans leurs services RH, juridique, marketing. Ça devient la boîte à réponse à plein de questions dans plein de domaines. Donc, c'est universel. Il y a des psychologues en ligne utilisant les LLM, psychiatres, psychanalyse, enfin, il y a de tout. Il y a la médecine en ligne avec ça qui essaye d'en tirer parti, mais là, c'est dangereux parce que tu peux pas remplacer un médecin comme ça en claquant des doigts. Mais c'est utilisé dans n'importe quel domaine, hein. C'est des entreprises du secteur privé ou même du secteur public qui pourraient utiliser les LLM, il y en a partout, dans tous les domaines quasiment, dans tous les métiers des boîtes. Alors, pas forcément jusqu'à remplacer, comme ils le font chez certaines boîtes américaines, comme chez Microsoft en ce moment, les IA par des gens, mais à minima, ça va améliorer la productivité de pas mal de gens. Donc, peut-être que statistiquement, ça réduit l'emploi dans certains métiers. Mais ça n'annihile pas un métier en entier. Ça améliore sa productivité. À un moment donné, ça crée une destruction de valeur schumpeterienne, classique. Bon, la question de savoir, c'est de savoir qu'est-ce que ça donnera sur le long terme. Bon, il y en a certains qui imaginent que la moitié des métiers vont disparaître comme ça en 10 ans. Bon, on disait ça déjà il y a 10 ans et on a vu que c'est pas le cas. Moi, je me rappelle une étude d'Oxford en 2013, dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre sur l'IA, qui prédisait qu'en 2023, donc il y a 2 ans, 50% des métiers auraient été remplacés par l'IA. Alors, c'était avant les LLM qui disaient ça. Mais ils anticipaient quand même des choses qui arriveraient par la robotique et les LLM. Ils imaginaient que les infirmières seraient toutes remplacées par des robots. Bon, bah, les robots qui remplacent les infirmières, ça ne court pas les rues. Et résultat des courses, tu n'as pas eu le grand remplacement des, des humains par des robots ou par des IA. Alors, les LLM ont un petit peu changé la donne parce que leur capacité à manipuler le langage est plus sophistiquée que ce qu'on avait avant. La manipulation du langage et de l'information, ça peut toucher un plus grand nombre de métiers que peut-être l'IA qu'on imaginait il y a une douzaine d'années. L'impact peut être plus grand. Mais même dans les cas les plus pessimistes, l'impact ne sera pas instantané. Tu me disais en intro que tu as lancé une initiative, Quantum Energy Initiative, et ça me permet de faire le parallèle avec l'IA parce que sur le développement des LLM et de l'IA générative, on parle beaucoup de l'impact énergétique que ça a. Si j'ai bien compris, cette initiative visait à éviter de reproduire d'une certaine façon les dérives qu'on peut voir sur l'IA. Et comme tu disais, si tu veux, notamment sur le bruit, réduire le bruit, tu as besoin de beaucoup de qubits supplémentaires, donc j'imagine de matière, d'énergie. C'est quoi un peu les enjeux qui ont fait que vous avez lancé cette initiative et à quoi ça va servir? Alors, cette Quantum Energy Initiative, elle est à la croisée de plein de chemins. Elle est à la croisée du chemin scientifique, du chemin de la technologie et de l'ingénierie, du chemin de la responsabilité sociétale des gens qui créent de nouvelles technologies, et d'histoire personnelle aussi, puisque c'est quand même un travail d'équipe derrière. Et donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais les prendre. On va prendre la responsabilité sociétale en premier, parce que c'est ce qui est le plus important pour nos auditeurs. Euh, la question qu'on s'est posée quand on a lancé cette initiative il y a un peu plus de 3 ans, c'était de savoir si on pouvait faire en sorte que les technologies quantiques qui sont en train d'être conçues, qui sont aujourd'hui encore à l'état de quasi-prototype dans pas mal de cas de figure, bah, comment faire en sorte de mobiliser l'industrie et les scientifiques pour s'assurer que l'empreinte environnementale soit une question by design, quoi, dès le départ, pas après, comme on le voit sur les LLM où on déploie des gigawatts partout pour faire des data centers. C'est une espèce de volonté de faire de l'innovation préventive, c'est-à-dire de s'intéresser à cette question le plus tôt possible. Donc ça, c'est une question sociétale. C'est une forme d'innovation responsable. Il y a plein de manières de faire l'innovation responsable. Il y a s'intéresser aux usages, s'intéresser à l'éthique des technologies. Nous, on s'intéresse à l'éthique de l'empreinte environnementale d'une nouvelle technologie. Et il s'avère que quand on regarde les choses de près d'un point de vue technique et scientifique, bah, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès maintenant pour faire travailler les acteurs de ce domaine ensemble, aussi bien scientifiques qu'industriels, pour concevoir des systèmes qui consomment moins d'énergie. Alors, dans consommer moins d'énergie, il y a plusieurs points de repère. Il y a le repère des technologies existantes. Donc, est-ce que l'ordinateur quantique, quand il va arriver à grande échelle, consommera plus ou moins d'énergie que les ordinateurs existants, les gros supercalculateurs? C'est une question, on n'a pas la réponse. Le début de réponse que je commence à consolider sur cette question, c'est que, en gros, selon les technologies qui sont retenues, et il y en a beaucoup de très différentes les unes des autres dans le domaine du quantique, on va se retrouver dans des cas où la consommation d'énergie et de matières premières des ordinateurs quantiques sera tout à fait raisonnable, assez faible, genre même pas quelques centaines de kilowatts, ou très déraisonnable chez certains constructeurs. Donc en fait, on voit qu'il va y avoir un gap très élevé entre les vertueux et les non vertueux à même de délivrer le même service. Donc c'est une question qui va se poser. Ça nécessite donc de proposer des outils de mesure, de benchmarking, pour que tout le monde puisse se comparer.
Et au niveau scientifique, on cherche aussi à faire en sorte qu'on puisse optimiser cette consommation. Parce que la consommation d'énergie, c'est un sujet très compliqué. Alors ça m'amène à parler du rôle de l'ingénierie dans l'affaire. Parce qu'il y a la science qui s'intéresse à la physique quantique, aux sources du bruit, au fait de limiter la consommation de ressources liées au bruit et à la correction d'erreurs. Donc ça, c'est très scientifique. Mais il y a tout à côté ingénierie. Et il se trouve qu'un ordinateur quantique, c'est un objet assez compliqué. Il y a de l'informatique dedans, il y a de l'électronique, il y a de la photonique, il y a de la cryogénie, il y a des fils dans tous les sens. Il y a plein de composants et de sous-composants. C'est un objet assez complexe. Et donc, en regardant cet objet de manière holistique, pour employer un terme un peu pompeux, avec une approche système d'ensemble, sous l'angle de l'énergie, ça pousse à avoir une démarche très transversale qui relie les briques entre elles pour justement les optimiser. Et donc, c'est presque une discipline d'ingénierie et d'architecture de système qui est très intéressante du point de vue des métiers de l'ingénieur, pour voir le produit comme un système complexe, qui intègre par exemple le logiciel et le matériel, y compris le logiciel classique qui pilote le logiciel quantique qui lui-même est piloté, et qui pilote l'ordinateur quantique qui lui est quantique. Et donc, il y a toute une chaîne de valeurs qu'il faut regarder d'un point de vue transversal, parce que tous les éléments sont interdépendants dans la chaîne de valeurs. Je ne sais pas si j'ai cité tout ce que je voulais dire. Et puis après, il y a des histoires personnelles. Cette initiative, elle est née à Grenoble, en fait, en partie, à Paris, avec deux collaborateurs, deux collègues chercheurs de Grenoble. L'une qui s'appelle Alexia Ofev, qui actuellement est directrice d'un laboratoire du CNRS à Singapour, qui s'appelle Majulab, et Robert Whitney, qui est basé à Grenoble, dans un autre laboratoire du CNRS qui s'appelle le LPMMC, et moi-même, indépendant, un peu électron libre. Et on a eu cette idée, il y a 3 ans, qui était de s'intéresser à cette question sous ces angles différents que j'abordais. Alors, ça nécessite de faire travailler beaucoup de monde ensemble, et c'est pas évident, hein. C'est un travail de longue haleine. On a 500 personnes qui sont identifiées dans notre site web, on a 35 acteurs industriels ou académiques qui sont dans notre écosystème. On organise un workshop tous les ans. Le prochain est à Barcelone au mois de mai, c'est plutôt sympa. Et on a des papiers en cours de route, on est en train de définir des standards pour évaluer la consommation d'énergie des systèmes. On est en train de travailler à l'échelle européenne également. Donc il y a beaucoup de choses qui sont lancées en parallèle pour qu'il y ait des livrables, des choses concrètes qui sortent de l'initiative, mais ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. Il y a aussi des projets qui ont été lancés, notamment un projet que j'ai contribué à lancer il y a 2 ans, qui s'appelle l'optimisation de l'énergétique du calcul quantique, qui a sa tête à EDF, et derrière, 2 startups françaises qui sont Candela et Alice Bob, et en plus les laboratoires du CNRS que je citais tout à l'heure. Donc c'est un projet qui vise justement à analyser et à optimiser l'énergétique d'ordinateurs quantiques de 2 sociétés françaises, avec les cas d'usage d'EDF, qui en France a une caractéristique, c'est que c'est le plus gros explorateur des usages du calcul quantique en France. C'est celui qui a investi depuis plus longtemps, ça remonte à 2017-2018, et qui a la plus grande équipe, et qui a vraiment creusé sous tous les recoins les usages potentiels de ces machines-là, qui n'a pas déployé de solution pour l'instant, mais qui exploite et qui explore le sujet. Et donc, ce projet-là, il est très intéressant de ce point de vue. Un parallèle qu'on peut faire entre l'IA et le quantique, c'est qu'on voit ces dernières années que l'IA est un enjeu de pouvoir. Enfin, il y a une course à l'IA, on va dire, entre les grandes puissances. On peut penser à la Chine, aux États-Unis, à l'Europe dans une autre mesure. C'est quoi le parallèle qu'on peut faire sur cette course au quantique où tu parlais d'Alice et Bob, il y a des entreprises en Europe, il y en a en Chine, aux États-Unis sur ce sujet, et en quoi ça peut, s'il y avait une suprématie quantique, je sais pas si c'est le bon terme, ça pourrait ou pas redessiner un petit peu les rapports de force au niveau géopolitique. Et est-ce que la France ou l'Europe ont une carte à jouer dans cette course-là? Je vais commencer par la fin. La carte à jouer, oui. En tout cas, c'était ma conviction en 2018, quand j'ai secoué un peu ciel et terre au niveau du gouvernement pour s'intéresser à la question, ce qui a abouti avec d'autres initiatives au lancement de la stratégie nationale quantique en 2021 par le président Macron dans un laboratoire à Saclay. Quand tu as une technologie nouvelle qui émerge, il y a toujours une opportunité. Il y a une opportunité, en gros, d'avoir une certaine part du gâteau qui est en train de se construire. Donc aujourd'hui, on constate avec dégoût et dépit que dans beaucoup de technologies du numérique actuelles, on est un peu à la traîne, parce que les Américains, ils sont les leaders dans plein de domaines, et grâce à plein de facteurs. Ils ont plus d'argent, ils sont plus homogènes. C'est là que sont les GAFA, les gros acteurs au-delà des GAFA, comme Intel, comme AMD, comme Nvidia, comme Cisco. Ils ont créé les leaders mondiaux du numérique depuis très longtemps, parce que c'est une puissance, quoi. Les États-Unis, c'est une puissance à tout titre, militaire, au titre de Wall Street, au titre
de la taille du marché, de l'homogénéité de ce marché, au titre du fait que c'est un marché qui correspond à un tiers des consommations du numérique dans le monde, malgré une population qui fait même pas 5% du monde, avec 350 millions d'habitants. Donc c'est un marché qui drive le marché mondial. Donc c'est pour ça, pour des raisons historiques, que les leaders viennent de là. Donc la question qui se pose, c'est comment à l'échelle européenne ou l'échelle française, on peut récupérer une part du gâteau qui en gros est supérieure à notre PIB, quoi, au poids de notre PIB dans le PIB mondial. Donc quand tu as une technologie nouvelle qui émerge, il y a toujours une opportunité de faire ce qu'on pourrait appeler du judo d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que tu t'appuies sur tes forces, même si tu es petit et faible par rapport à celui qui est très gros qui est en face de toi. Donc nos forces, c'est dans une certaine mesure, même s'il ne faut pas la galvauder, la qualité de nos scientifiques. Parfois, j'allais dire le génie français, même si c'est un peu exagéré, mais la capacité à trouver des solutions astucieuses. Bah, justement, par exemple, si je reviens sur l'énergie, bah, nos startups, là, les Kobli, les Candela, les Pascal, les Alice and Bob, peut-être que leur potentiel, c'est justement de trouver des solutions qui feront que leurs machines consommeront beaucoup moins d'énergie que les concurrents américains. Et consommer moins d'énergie, si c'est un ordre de grandeur, la différence, ça a de la valeur sur le marché. Les clients, si on leur dit que ça coûte 10 fois moins cher, ils vont dire, tiens, c'est intéressant. Donc, on a une possibilité d'être malin dans certaines technologies, pas toutes, on ne gagnera pas partout, mais on peut gagner la bataille dans certains domaines. Et il faut savoir les choisir avec discernement, et ce n'est pas toujours évident. C'est un choix qui vient à la fois de la puissance publique dans sa capacité éventuellement à orienter la recherche publique ou la recherche appliquée, et ça vient de la capacité des investisseurs et des entrepreneurs d'accompagner et de créer des entreprises qui vont elles-mêmes avoir des stratégies bien pensées, créant des produits bien différenciés par rapport à ce qui peut se passer dans le reste du monde. Donc, il y a toujours cette possibilité. Mais on peut aussi se planter lamentablement. Hein, les deux sont possibles. Hein. Et ce qu'on sait surtout, c'est que c'est une quête de longue haleine. C'est un projet de long terme. Alors maintenant, tu as posé une question qui est aussi extrêmement pertinente, c'est pourquoi c'est un enjeu. Bah, en fait, dans beaucoup d'éléments que je t'ai fournis dans la discussion, je les ai montrés les enjeux. Tu as un enjeu sur la cybersécurité. Les gouvernements, ils veulent à la fois se protéger et éventuellement avoir l'arme atomique du numérique qui est casser la cyber au cas où elle existe. Et il vaut mieux être les premiers que les derniers. Bon, ça en motive quelques-uns. Bon, c'est pas une motivation très positive, mais ça en motive quelques-uns. Quand tu as un nouveau marché qui est clos, d'autant plus que les analystes prévoient des chiffres assez mirobolants sur la taille de ce marché-là, bon, ce sur quoi je suis un peu dubitatif, mais bon, soit, bah, tu as envie de prendre ta part du gâteau et développer l'économie. Tu as envie de développer les deep tech, comme on dit en France, c'est-à-dire développer le tissu de startups qui ont un fort patrimoine technologique, de la propriété intellectuelle, des ingénieurs, des scientifiques, et qui créent de la valeur par le haut, pas par le bas, quoi. Donc, créer de la valeur par le haut, c'est un enjeu de toutes les économies modernes, aussi bien en Chine qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est important de s'investir dans beaucoup de nouveaux sujets. La difficulté qu'on a, c'est qu'en France, comme dans tous les pays européens, on a envie d'être partout en même temps. Donc, on ne peut pas être bon et dans l'IA, et dans le quantique, et dans la cyber, et dans la biotech, et dans ceci, et dans cela, et dans les panneaux solaires, et dans la fusion. C'est difficile d'être bon partout. Et on est un pays qui est un pays de taille intermédiaire qui l'empêche de faire des choix, en fait. Les petits pays font plus de choix. Ils limitent leurs choix parce qu'ils ont une marge de manœuvre qui est plus limitée. Nous, on est un pays intermédiaire en termes de taille, donc on a du mal à faire des choix. À la fin, on fait des non-choix et on essaie d'être bon partout. Résultat, on est bon nulle part. Bon, alors, je ne prêche pas forcément par ma paroisse du quantique en disant bah, élaguez-moi tel ou tel sujet pour mettre tout l'argent sur tel ou tel sujet, mais c'est une question politique. Comment éviter d'être toujours en sous-masse critique dans tous les domaines où on investit? Donc, par exemple, nos entrepreneurs, ils se plaignent régulièrement du fait qu'ils n'arrivent pas à lever des fonds en quantité suffisante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas autant d'argent en France qu'aux États-Unis, évidemment. Pour moi, l'un des plus gros enjeux de cette bataille technologique, aussi bien celle de l'IA que celle du quantique, c'est comment peut-on raisonner à l'échelle européenne. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que raisonner à l'échelle européenne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est transnational dans la stratégie industrielle de l'Europe? Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que ce sont les entreprises dont on va favoriser les consolidations par des fusions-acquisitions? Dans quel ordre on le fait? À quelle vitesse on le fait? J'ai beaucoup entendu, depuis que je suis dans le quantique, l'idée de créer un Airbus du quantique. C'est une idée commune, quoi. C'est dire pourquoi on ne ferait pas un Airbus du quantique comme on a fait Airbus en 72 dans l'aviation civile. Il y a une petite différence que je trouve assez fondamentale entre l'Airbus de 72 et le quantique d'aujourd'hui. C'est qu'en 72, quand on a fusionné Aérospatiale, Dornier et d'autres constructeurs de l'aérospatial européen, on savait faire voler des avions civils. On savait faire voler un biréacteur, un quadriréacteur. La France avait fait la Caravelle et le Concorde. Les Allemands et les Anglais faisaient des avions de leur côté.
les Américains aussi, on savait les faire voler. Donc il y avait une vraie question de stratégie industrielle. Comment consolider une stratégie industrielle pour créer un grand acteur? Il n'y avait pas 15 façons différentes de faire voler un avion. Il y a des nuances, bien sûr. Enfin, ils avaient tous 2 à 4 réacteurs, 2 ailes, des ailes à l'arrière, des volets hyper sustentateurs pour décoller, enfin, des trucs communs, quoi. Alors que dans l'ordinateur quantique, on n'est pas encore dans ce cas-là. Il faut savoir que dans l'ordinateur quantique, il y a au moins une dizaine de technologies qui se battent en duel. Et elles sont toutes quasiment incarnées par des startups européennes. Donc tu ne peux pas décréter comme ça, en claquant des doigts, qu'on n'en prend qu'une. On fait un Airbus sur une des 10. Parce que le tiercé, il change tous les 2 ans, entre ces 10 technologies. Tous les 2 ans, les cartes sont rebelotées. Donc il faut attendre un petit peu, en aider peut-être pas tous, peut-être pas les 10, mais en aider 5, 6, 4 en Europe, aller jusqu'au bout de ceux qu'on pense être les plus prometteurs, faire quelques paris, parce qu'il faut risquer, mais éviter de se disperser à l'échelle et de l'industrie et de la recherche académique. Et ça, c'est pas facile. On va arriver tranquillement sur la fin de notre échange. Peut-être, la dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est au regard de tes analyses et ton regard sur le numérique depuis assez longtemps, l'IA, le quantique, tu vois, si tu te projettes à 10, 15, 20 ans, c'est un peu difficile, mais d'essayer de voir un petit peu comment toi tu vois les choses se développer. La combinaison IA quantique, qu'est-ce que ça pourrait transformer au niveau sociétal, dans notre rapport à la connaissance dont on parlait sur les IA génératives, dans nos économies, enfin de positif, qu'est-ce que ça pourra amener? Et à l'inverse, peut-être, c'est quoi les risques ou les dérives que tu t'imagines, t'anticipes? Alors c'est un peu de la science-fiction, mais c'est quoi tes convictions, on va dire, sur le sujet? Moi, j'ai l'humilité de regarder le passé et de voir comment dans le passé on s'est trompé. Donc, j'ai remarqué, là, 2025, c'est l'année où Marty McFly va dans le futur, dans les Retours vers le futur qui a été tourné entre 85 et 89. Et le futur de Marty McFly, bah, il ne correspond pas à aujourd'hui. Il y a certains éléments qui correspondent, mais d'autres non. Par exemple, il imaginait voler sur des surfs suspendus. Bon, ça marche pas. Il imaginait la visioconférence à la maison. Ça marche. C'est Zoom ou son équivalent. Je ne crois pas qu'il y avait de smartphone dans ce film. Donc certaines choses se sont réalisées, d'autres non. Et il y en a qui sont paralysées souvent parce que la nécessité de revoir vraiment les lois de la physique à bas niveau. C'est-à-dire que voler sans énergie comme ça de manière sustentée, bon bah c'est quand même compliqué d'un point de vue scientifique, donc ça c'est pas rendu faisable. Et par contre, ils n'avaient pas imaginé tout ce qu'on fait avec l'IA d'aujourd'hui. Les LLM n'ont pas été imaginés dans le cadre de ce film-là en question. Mais par contre, ça a été imaginé par Van Barbush en 45, les gars qui ont lancé la proposition le 31 août 1955 de l'école d'été de Dartmouth qui a eu lieu en 56. Donc là, on va fêter les 70 ans de l'IA l'année prochaine, puisque l'école d'été qui a fondé le thème de l'IA, c'est l'été 56, donc 70 ans. Et le mémo qu'il a lancé, c'était 70 ans en août dernier. Ce que je dis à mes étudiants, aujourd'hui, vous savez, quand j'ai été étudiant en première année d'école d'ingénieur, j'ai travaillé avec des cartes perforées. Alors ça calme, parce que les cartes perforées, tu fais des trous avec une machine à écrire pour faire 80 caractères. C'est vraiment le système le plus ancien et le plus pourri que tu puisses utiliser pour faire de l'informatique et coder un logiciel en Fortran. Et je leur dis, c'est pas impossible que dans 20 ans, bah, ce que vous serez dans 20 ans par rapport à aujourd'hui, ce soit l'équivalent de la carte perforée que moi j'ai vécu il y a 40 ans. Alors je leur dis ça, mais en même temps, j'en suis pas sûr. Parce que si je compare les outils d'aujourd'hui avec ceux d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, oui, il y a les LM qui ont changé pas mal la donne, il y a la mobilité qui s'est améliorée avec la 4G et la 5G, mais c'est pas si radicalement différent que quand on regarde un film de science-fiction, quoi. J'ai l'impression que l'innovation procède par paliers. Alors l'autre phénomène aussi que j'anticipe, par contre, alors c'est plutôt économique que technologique, c'est qu'il y aura des soubresauts. Il n'est pas improbable que la vague de l'IA génère une espèce de creux à un moment donné, parce qu'il y a trop d'investissements, avec d'ailleurs des consommations d'énergie totalement délirantes sur des data centers qui vont consommer des gigawatts qu'on n'a pas, donc il faut les fabriquer, les gigawatts, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on va se retrouver avec une espèce de bulle inflationniste d'investissement avec des centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale, où les modèles économiques ne sont pas forcément là, ou alors les modèles économiques, c'est avec nous, les utilisateurs, qui vont payer des centaines d'euros par mois pour pouvoir utiliser ça. Donc on va donner une partie de notre salaire à l'IA, en gros, pour avoir le droit d'utiliser. Ça, c'est peut-être ça qui va arriver pour que ces modèles économiques tiennent la route, ou alors ils ne tiendront pas du tout la route et les gens ne payeront pas. Et donc il y aura une espèce d'équilibre entre l'offre et la demande, et prévoir à l'avance comment l'équilibre entre l'offre et la demande va se structurer, c'est pas du tout évident. C'est très, très contre-intuitif parce que tu as des logiques sociales, des logiques politiques, des logiques économiques qui se mélangent. C'est très dur de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Est-ce que l'énergie sera moins chère dans le futur? Est-ce que la fusion nucléaire fonctionnera? Elle ne fonctionnera pas, probablement,
je dirais, avant qu'on ait besoin de développer ces fameux gigawatts de data centers qui font tourner l'IA. Est-ce qu'on fera de l'AGI? Bon, si tu écoutes Yann Dequin et quelques autres scientifiques, on voit que c'est compliqué, que c'est prêt à arriver. Et d'ailleurs, je dirais à la limite, heureusement, parce que c'est quand même bien d'avoir encore un peu d'intelligence humaine dans ce bas monde. Donc voilà, ma réflexion, c'est niveau café du commerce. Je n'ai pas forcément une réflexion très poussée sur la question. Je suis dans l'interrogation, je suis dans le scepticisme par rapport aux visions extrêmes, genre ça va tout casser ou ça va tout changer. Je pense que la réalité sera comprise un peu entre les deux. Juste par observation du passé, je me rends compte que c'est comme disait je sais plus qui, c'est dur de prévoir le futur. C'est compliqué. La seule chose que je peux dire, par contre, là où j'ai une conviction assez ancrée, c'est que le futur se prédit beaucoup plus en comprenant les phénomènes sociologiques que les phénomènes technologiques. Et j'ai comme exemple mon propre père, qui était un cinéaste de métier. La capacité de la société moderne à devenir une société de loisirs et une société, j'allais presque dire du moindre effort, par certains côtés, est amplifiée par les technologies. Et très souvent, quand on voit une technologie qui émerge et qu'on imagine ses usages, on sous-estime l'impact sociétal de la technologie et le fait qu'elle va être utilisée aussi beaucoup pour les loisirs autant que pour travailler. Donc si tu regardes aujourd'hui le trafic sur Internet, tu sais d'où il vient le trafic numéro un? C'est la vidéo, c'est Netflix ou les équivalents, c'est la vidéo et la musique, quoi. La vidéo en 4K, ça prend de la place, quoi. Donc la vidéo, c'est la première source de trafic sur Internet. Les LLM, maintenant, ça doit être une source qui n'est pas négligeable, mais que je ne mettrai pas trop loin des moteurs de recherche qui existent depuis 30 ans. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une nouvelle technologie qui peut servir à la science, au savoir, aux entreprises, en fait, elle est utilisée de manière dominante par le grand public. Je faisais l'écho avec mon père. Mon père était cinéaste, lui, il rêvait d'utiliser le cinéma comme outil pour apprendre pour les enfants. Il avait été enseignant à l'école alsacienne et l'école de Crolly à Paris sur l'usage du cinéma dans les années 60, ça remontait il y a longtemps, pour l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est TikTok. Enfin, j'exagère, je me fais une mise en abîme, mais aujourd'hui, c'est des outils qui sont plutôt du côté du futile. Moi, j'avais inventé ça il y a 15 ans, tu as l'utile et le futile dans le numérique. Et le futile l'emporte souvent sur l'utile, dans le temps qu'on y passe, pour des raisons sociétales. La peur du vide, le besoin de relations, le besoin de se détendre, la crainte du futur, enfin tout ça c'est mélangé dans la société. Et les moteurs sociétaux et politiques, la crainte de l'autre, etc., qu'on voit se développer au niveau politique, ce sont des moteurs aussi puissants que la technologie pour changer les usages et changer la société. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir fait le temps de répondre à mes questions. Merci de m'avoir invité, Clément. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.